Un Européen sur 5 a plus de 65 ans. Ils seront 1 sur 3 d'ici 2050 et l'espérance de vie continue d'augmenter. Partout donc se pose de plus en plus la question de la prise en charge du grand âge en situation de dépendance, comme en témoigne à l'instant ce documentaire réalisé par Laurence Deleur et Nathalie Emselem. Et pour soulager les finances publiques, nombre d'États, vous venez de le voir, confient désormais l'accompagnement de leurs seniors aux entreprises privées et à leur soif de rentabilité. Nous allons y revenir avec nos invités présents maintenant sur ce plateau de Débat Doc. Laurence Deleur est avec nous. Bienvenue à vous, vous êtes journaliste et donc co-réalisatrice de ce documentaire Hold Up sur les vieux, aux côtés de Nathalie Emselem. On vous doit par ailleurs cette longue enquête de 18 mois publiée voilà peu dans la revue 21 avec pour titre « Mirage pour le troisième âge ». On va revenir sur ce tour d'Europe, mais on va le faire aussi avec Frédéric Bizard. Bienvenue à vous. Vous êtes économiste, spécialiste des questions de protection sociale et de santé. Vous êtes professeur affilié à l'ESCP et président fondateur d'un think tank qui s'intitule l'Institut Santé. Vous avez notamment dirigé cet ouvrage, on va le citer, « Les itinérants de la santé, quel futur pour notre système de santé ?» C'est un ouvrage disponible chez Michelon. Valentine Trépied est également avec nous. Bienvenue à vous. Vous êtes sociologue spécialiste de la vieillesse et du vieillissement. Vous voulez modérer l'EHPAD bashing. Non, dites-vous, tous les vieux ne sont pas malheureux en EHPAD. On y reviendra bien sûr avec vous dans un instant. Et vous êtes l'auteur de cet ouvrage spécialisé intitulé « Habiter Kersalik », du nom d'un lieu situé à Guingamp, dans les Côtes d'Armor, en Bretagne, hein, bien sûr, où un nouveau modèle d'accompagnement médico-social a vu le jour pour les personnes dépendantes. Vous nous en direz un mot lorsqu'il s'agira peut-être d'évaluer des solutions peut-être alternatives aux EHPAD, bien entendu, car c'est notre sujet aujourd'hui. Alors c'est un système bien français, hein, les EHPAD, on pourra peut-être en reparler. Nous sommes en Europe ceux qui mettons le plus de personnes dépendantes dans ces fameux établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, et c'est le mot dépendante, hein, évidemment, qui est important. Et à propos de votre film et de ces EHPAD, vous dites « La question est politique. Il faut savoir si les politiques décident de confier les personnes âgées à des entreprises ou est-ce qu'on considère que la personne âgée n'est pas une marchandise ?» Voilà comment vous nous expliquez la démarche qui a amené à faire cette enquête. Oui, effectivement, cette enquête, elle est née au lendemain de l'affaire Orpea, quand le livre de Victor Castanel et Les Fossoyeurs est sorti en janvier 2022 et que cette affaire a défrayé vraiment la chronique. Et nous, on s'est dit, voilà, est-ce que cette affaire, elle est unique en son genre, elle est particulière, ou est-ce que toutes ces entreprises privées qui s'occupent de ces personnes âgées, on va retrouver un petit peu ces mêmes thématiques qui sont décrites dans le livre, à savoir faire de la rentabilité, parce qu'une entreprise privée, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait du profit. Avec des taux de rentabilité de l'ordre de 10%, hein, c'est ce que vous dites dans ce documentaire, qui est un taux assez élevé, hein, voilà, comparable à d'autres entreprises du CAC 40 d'ailleurs. C'est ça. Ouais. Donc ce qui nous a intéressé, c'est de savoir comment on fait une telle rentabilité, comment on y arrive, comment le secteur est organisé, comment il est financiarisé. Mais effectivement, ce que vous dites aussi, c'est que moi, ce qui m'intéressait, c'était de questionner la responsabilité du politique. Et c'est peut-être ça que je trouve finalement, paradoxalement aussi, le plus intéressant et le plus important. Voilà, ça ne sert à rien de taper sur les entreprises privées sans questionner plus largement ce qu'il y a derrière et le fait qu'on les a autorisées à rentrer sur ce secteur, comme pour les crèches, hein, par exemple, parce qu'il y a d'autres thématiques où les entreprises privées s'occupent de personnes vulnérables. Donc voilà, c'est ça qui nous a intéressés. Donc c'était ces fameuses entreprises privées. D'ailleurs, les trois plus importantes de ces entreprises privées sont d'origine française. C'est ce que vous nous dites dans ce documentaire. La première s'appelle Clariance aujourd'hui, parce que les noms ont changé. Hein. Clariane. Clariane, c'est ex-Corian, hein, évidemment, dans ce film. C'est le premier au palmarès français. Domus Vie. Et puis Emmaüs. Voilà, Emmaüs, qui était l'ancienne Orpea. Orpea a changé de nom depuis peut-être, d'ailleurs, ce fameux livre. Oui, bien sûr, c'est lié, effectivement. Les Fossoyeurs, que vous avez cité un instant, sachant que les EHPAD ont connu des périodes très difficiles. Il y a eu ce livre, Les Fossoyeurs, et puis d'autre part, il y a eu la crise de la Covid. On va rappeler tout de même que 44% des personnes décédées en France étaient des personnes décédées au sein des EHPAD français durant cette fameuse crise de la Covid. On va donner quelques chiffres maintenant pour bien comprendre le débat concernant les EHPAD français, ces fameux établissements
établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. Voilà leur répartition par secteur. 45% de ces établissements sont publics en France, 24% sont associatifs et 31%, autrement dit près d'un tiers, sont évidemment des établissements privés dont on a parlé tout à l'heure. Et puis, second chiffre, c'est le nombre d'établissements en France. C'était en 2021, 7353 établissements en France qui représentent 595 000 lits et chaque résidence comprend en moyenne bien entendu, 81 résidents. Vous avez la dent dure en ce qui vous concerne puisque vous dites tout simplement ce système des EHPAD, bien entendu, a une trentaine d'années aujourd'hui. Il est mort, dites-vous. Ce sont des mouroirs qui coûtent extrêmement cher. Oui, là, vous allez loin tout de même. Là. Oui, alors d'abord, il faut différencier le système et les opérateurs. Moi, ce que pas que je dénonce, mais que j'aimerais, c'est qu'on arrive à un vrai système de prise en charge des seniors qui soit structuré. Ce qu'il y a dans cette enquête passionnante, c'est qu'on voit bien... Et ça peut rassurer, mais ça montre que nous ne sommes pas le seul pays à ne pas avoir pensé une politique publique d'avenir pour les seniors en dehors on le sait, des pays scandinaves. Il y a l'exemple du Danemark qui est là, même si on voit que ce n'est pas parfait. Mais vous avez une organisation d'une politique publique avec un investissement, ce qu'on appelle dans le capital humain, parce que je vais y revenir, c'est une notion dans la protection sociale, nous sommes sur la réparation principalement. Nous ne sommes pas dans l'investissement dans le capital humain, que ce soit pour la petite enfance ou pour les seniors. Nous considérons que ces deux phases de vie extrêmes ne sont pas productives et donc doivent générer un minimum de dépenses publiques. Vous voyez, nous ne pensons pas en matière d'avenir et d'investissement dans le capital humain. Donc il y a un changement de pensée dans la politique publique. On voit que c'est la même chose au Royaume-Uni et en Espagne, on aurait pu prendre l'Italie, qui est véritablement urgente. Pourquoi ? Parce que dans tous les pays développés, on a cette pression du vieillissement. Il faut bien voir que tout se passe entre 2020 et 2035. C'est-à-dire que les baby-boomers deviennent les papy-boomers. Ceux qui avaient 20 ans en 68, mais aujourd'hui, voilà. c'est ceux-là qui sont Et après, on est sur une forme de stabilisation dans l'ensemble de la population. Donc c'est maintenant que tout se joue. Et on est vraiment à tirer sur la ficelle qui va quand même jusqu'à la maltraitance. Je suis désolé de le dire, mais elle est quand même assez importante. Et elle n'est pas propre à la France. Elle n'est pas propre, elle n'est pas voulue par les opérateurs qu'on prenne les privés du côté. Alors, il y a des dérives comme dans tous les secteurs. Il y a des vraies dérives qui sont évidemment à changer. Et une petite parenthèse, c'est qu'il faudra qu'on vienne sur la régulation de l'État. On a un État qui est d'une faiblesse par rapport qui est lié notamment à l'absence de structuration de politique publique, mais qui est lié aussi où l'État subit, sachant qu'il a toutes les informations, enfin les scandales des EHPAD privés à but lucratif en France ne sont pas une découverte pour l'État ni pour ceux qui connaissent bien, mais il y a eu du laisser-faire jusqu'à ce que ça ne soit plus acceptable socialement. Mais aujourd'hui, ce qui n'est plus acceptable socialement, c'est que nous n'avons pas une politique publique débattue démocratiquement, donc acceptée démocratiquement, qui permette d'avoir une prise en charge à 30 ans, parce que c'est comme la retraite. Il faudra voir qu'il y a deux risques sociaux quand on vieillit. Il y a le risque de se paupériser qui est géré par le système des retraites, qui est un sujet d'actualité, mais il y a aussi le risque, pendant cette phase de vie très importante, on vit 25 ans à la retraite, d'avoir une fin de vie d'une très mauvaise prise en charge et dans de mauvaises conditions. Et c'est ce risque-là, appelé risque de la dépendance, qu'il faut gérer. Enfin, l'État est tout de même fortement présent en France dans la prise en charge de ces établissements. Oui, 45% sont publics, 24% sont, on va dire, semi-publics. Les comptes de la sécurité sociale prennent évidemment en compte ce système de la dépendance. Je crois que c'est de l'ordre de 12 milliards d'euros environ, que prend en charge la sécurité sociale. Dans les établissements privés, les soins, une partie du matériel médical sont aussi pris en charge par l'assurance maladie aujourd'hui en France. L'État prend largement sa part dans ces établissements aujourd'hui. Mais vous avez raison de le dire qu'il ne faut pas se concentrer sur un problème de ressources. On dépense à peu près 1,7 point de PIB, c'est 1,8 point en moyenne de l'Union européenne. Un point de PIB, c'est 28 milliards, pour le dire. Donc on peut se dire que c'est pas, et comme pour l'éducation, comme pour la santé, comme pour bien d'autres choses, on se concentre sur ce qui n'est pas le nœud du problème. Le nœud du problème, c'est la définition d'une politique, la gouvernance de cette politique. Croyez-moi, il n'y a pas un Français qui peut comprendre le rôle entre l'État, la CNSA, qui est la Caisse nationale de santé autonomie, qui est une forme de sécurité sociale dédiée à la dépendance. Les départements. C'est juste, donc vous voyez, quand il n'y a pas une bonne gouvernance, et dernier point, c'est l'organisation des opérateurs. En France, on a le domicile,
ou l'EHPAD, et il y a très peu d'intermédiaires, et le virage domiciliaire, il est devant nous, il n'est pas derrière nous pour l'organiser. Bon, on va y revenir. Alors vous dites non. Les EHPAD en France ne sont pas des mouroirs et vous êtes contre le bashing EHPAD, malgré les deux chocs entre ce livre, les fossoyeurs, et puis cette fameuse crise de la Covid. Là, l'image des EHPAD a été considérablement ternie et vous dites attention, tout de même, attention à l'EHPAD bashing. Il y a des gens qui sont heureux en EHPAD. Et pour dire cela, vous avez fait des études, et notamment une étude auprès des résidents de ces EHPAD, pour savoir un petit peu ce qu'ils ressentaient. Qu'est-ce qu'elle nous rapporte, cette étude, à comparer peut-être à un discours plus pessimiste aujourd'hui ? Oui, moi je suis sociologue, donc forcément mon discours va être un petit peu différent de ce que vous dites. Mais c'est souhaitable. Moi j'ai beaucoup travaillé sur le vécu des personnes âgées. Je suis allée les interroger dans le cadre d'une recherche doctorale que j'ai menée à l'EHESS. J'ai donné la place au point de vue des personnes âgées. J'ai interviewé 50 résidents et j'ai beaucoup mis en lumière le fait qu'on ne vieillit pas de la même manière en EHPAD. Il y a des fortes inégalités qui structurent cet âge de la vie. On a encore du mal en France véritablement à mettre en avant cette question du vieillissement en EHPAD comme étant une forme d'inégalité sociale importante. Donc peut-être pour dire très très rapidement, on ne vieillit pas de la même manière dans un établissement privé à but lucratif parce que soi-même, on n'a pas les mêmes ressources, que ce soit des ressources familiales, économiques, culturelles, symboliques, etc., que dans un établissement public qui accueille une partie de la population beaucoup plus isolée sur le plan familial et qui dispose de moins de ressources, que je vous ai dit tout à l'heure, économiques, culturelles, symboliques, etc. Donc, en fait, moi, mon travail a été à partir du point de vue des personnes âgées, c'est pour ça que j'ai fait beaucoup d'entretiens, c'est de savoir comment on vieillissait dans ces établissements. Et on est vieilli pas si mal, dites-vous. Et finalement, malgré ce que l'on dit dans les médias, il y a une partie de la population qui vit bien dans ces établissements, qui a choisi véritablement de venir s'y installer, qui ont entrepris des démarches pour visiter différentes structures, qui ont été véritablement autonomes dans la prise de décision. Et cette question de l'autonomie dans des établissements qui sont désignés comme dépendants, donc vous voyez bien ces injonctions contradictoires, mais je ne sais pas si on aura le temps d'en reparler, mais en tout cas, c'est des personnes qui vont garder une autonomie le plus longtemps possible, et en tout cas, elles vont revendiquer cette autonomie tout au long de leur parcours, de leur vie dans ces établissements. Alors, je ne veux pas non plus brosser un portrait totalement idyllique de ce qui s'y passe, mais tout dépend de la manière dont on entre dans ces établissements. Plus on choisit, on est acteur de sa vie, plus on va vivre beaucoup plus sereinement et apaisé, et on va trouver des ressources dans ces établissements pour vivre bien. Est-ce que les personnes ou l'entourage de ces personnes qui ont témoigné à travers cette étude disent ce que vous nous avez dit tout à l'heure, c'est-à-dire quand même une grande partie des personnes qui sont accueillies aujourd'hui dans ces établissements qui ne sont pas à un niveau de dépendance qui justifierait qu'ils soient bel et bien accueillis dans ces établissements? Je crois que vous dites que 80% des personnes aujourd'hui présentes en EHPAD ne souffrent pas d'une dépendance qui mériterait nécessairement d'entrer dans ces établissements. On a quand même des personnes qui ne veulent plus vivre... Alors, pour les personnes qui ont choisi véritablement de s'installer dans ces établissements, ce sont des personnes qui ne veulent plus vivre à domicile parce qu'elles ont fait l'expérience des aides à domicile. Peut-être on y reviendra tout à l'heure. On va y venir juste après. Voilà. Ouais. Donc, qui ont été des expériences particulièrement éprouvantes pour elles. Voilà, faire face, parce que le secteur du domicile connaît les mêmes difficultés que les établissements. Donc, pour certaines personnes, le fait de vivre à domicile avec des professionnels qui font face à un fort turnover, des équipes finalement très peu stables, il y a des personnes qui préfèrent venir s'installer en établissement et qui ont besoin quand même d'une aide pour la cuisine, pour la prise de médicaments. Voilà. Alors le maintien à domicile, ça c'est une solution qui a été empruntée largement en Allemagne, c'est ce que nous a démontré votre film, et aussi au Danemark, et on va voir un extrait de votre documentaire au Danemark justement. En Europe, il existe un royaume où les seniors se déclarent heureux, plus heureux que partout ailleurs sur le continent, le Danemark. Et comme rien n'arrive par hasard, ce champion consacre 3,6% de son PIB aux aînés, 30% de plus que la France, 35% de plus que l'Allemagne. Ici, le grand âge est une mission confiée aux municipalités, un service 100% public, financé par l'impôt. La prévention et le maintien à domicile sont au cœur d'un système reposant aussi sur le bénévolat.
Alors d'abord, dans ce tour d'Europe, et jusqu'au Danemark, que vous nous présentez ici comme un petit îlot de bonheur pour les personnes justement dépendantes, finalement, le maintien à domicile, c'est la solution innée. On est presque étonné qu'on y pense comme ça, comme étant une... Mais enfin, c'est la solution qui vient tout de suite, essayer de maintenir les personnes à domicile, pour qu'elles restent dans un environnement qui soit le leur, finalement. Et on voit même qu'au Danemark, les choses, quand même, sont de plus en plus difficiles, mais peut-être d'un point de vue financier, tout simplement. D'un point de vue humain, ça fonctionne, ce que vous avez vu au Danemark, et c'est l'exemple que vous mettriez d'abord en avant? Déjà, le maintien à domicile, ça coûte moins cher. Donc, c'est ce que privilégie aussi le Danemark pour des raisons financières. Après, là, il y a un maintien à domicile possible parce qu'il y a aussi du bénévolat. Et moi, ce que j'ai beaucoup remarqué, ce qui m'a frappé dans ce documentaire et puis dans mon enquête sur AGV, l'habitat partagé, la filiale d'habitat partagé de Korian, c'est la solitude qu'éprouvent certaines personnes âgées. Elles peuvent être en très bonne santé. Même, j'ai rencontré une dame de 93 ans, elle en faisait 75, elle était en parfaite santé, mais elle mourait de solitude chez elle. Et elle est partie dans une colocation AGV, donc un habitat partagé avec d'autres personnes âgées, pour ne plus souffrir de solitude. Et retrouver une vie sociale. Et voilà, c'est ça. Donc ça, c'est aussi quelque chose à prendre en compte. Quand vous avez une aide à domicile, elle vient une demi-heure, une heure dans la journée, mais ensuite, vous êtes seul le reste du temps. Donc, il y a l'aspect pratique d'aider la personne quand elle est dépendante, mais il y a aussi l'aspect social et la solitude. Et plus on est dépendant, plus évidemment on a besoin d'aide à domicile. C'est le cas en Allemagne, d'où ce problème de personnel sur lequel vous mettez l'accent. Personnel qui vient de pays d'ex-Europe de l'Est, on va dire, moins coûteuses. Alors les Ukrainiennes font de l'aide à domicile en Pologne et les Polonaises font de l'aide à domicile en Allemagne à des conditions tarifaires très particulières, très avantageuses pour les employeurs. Oui, parce que maintenant, là, il y a une dérive du système, c'est ce que vous êtes en train de nous dire aussi, même si on maintient les personnes à domicile. Faire de l'assistance 24 heures sur 24, ça coûte extrêmement cher. En France, ça coûte plus de 10 000 € si vous voulez quelqu'un à domicile en permanence, jour et nuit, c'est extrêmement coûteux. Donc là, les familles allemandes, il faut aussi pointer du doigt un peu l'ambiguïté des familles, parce qu'elles voient arriver donc une aide à domicile venue d'un pays d'Europe de l'Est, et sur le contrat, c'est marqué qu'elle est disponible 24 heures sur 24. Mais la loi du travail allemande ne prévoit pas qu'on soit disponible comme ça 24 heures sur 24. C'est hors des clous, hors des radars, si vous voulez. La loi française non plus, d'ailleurs. Voilà, donc ça arrange en fait un petit peu tout le monde, ce dispositif. Et ça coûte moins cher, c'est ce que vous avez commencé par nous dire. C'est ça, c'est ça. Ouais. Mais... Donc c'est pas un choix finalement foncièrement humain, c'est aussi un choix financier. Oui, parce que les familles sont étranglées, elles travaillent, donc il faut qu'elles savent pas comment s'occuper de leurs parents. Vous voulez réagir sur le maintien à domicile, puis ensuite je vous donne bien entendu la parole. Oui, merci. Je voulais peut-être rebondir sur ce que vous avez dit. Effectivement, vous avez dit que c'était moins cher. Mais ce qu'il faut bien aussi avoir en tête, je pense, c'est que la question du maintien à domicile, elle fonctionne aussi grâce aux aidants, aux proches aidants, comme on les appelle dans les politiques publiques, aux aidants familiaux, c'est-à-dire aux conjoints, aux enfants, qui sont vraiment de la main-d'œuvre très importante pour accompagner les personnes en difficulté, qui ont des incapacités. Et c'est notamment, en particulier, plutôt les femmes de la famille qui accompagnent les personnes, qui sont à un moment assez charnière dans leur parcours de vie. Elles sont ce qu'on appelle dans la génération sandwich, la génération pivot, qui vont à la fois s'occuper de leurs parents âgés dépendants, mais aussi de leurs enfants, des jeunes adultes qui quittent progressivement le domicile. Donc, ce que je veux dire là-dedans, c'est que ça crée aussi des inégalités de genre importantes, cette question de l'aide apportée par les femmes dans les familles. Alors, d'abord, est-ce qu'il faut accueillir davantage? Est-ce que c'est une manière de modifier le système dont vous dites le plus grand mal aujourd'hui concernant les EHPAD? Est-ce que l'accueil à domicile est une piste envisageable et qu'on doit développer peut-être au détriment des EHPAD aujourd'hui? Est-ce que c'est envisageable en France pour soulager un tant soit peu notre système? Alors, encore une fois, moi j'ai une approche qui est assez macro et sur le modèle. Est-ce que le modèle fonctionne bien avec notre système d'EHPAD aujourd'hui? Et c'est pour ça qu'on a une différente approche et que madame a une approche qui est plus micro et sociologique. Je ne dis pas que tous les résidents d'EHPAD sont malheureux. Je dis que ce modèle du tout EHPAD hors domicile est mort.
Bon, je vais essayer d'expliquer. Quel est l'objectif de la prise en charge des personnes âgées? C'est, comme le reste des classes d'âge, c'est de maximiser le bien-être de la population, de maximiser l'autonomie des personnes, de maximiser l'épanouissement individuel des personnes. On appelle ça souvent le vieillissement actif en bonne santé. Donc dans ce vieillissement actif, vous avez plusieurs notions. Vous avez une notion sociologique qui est de rester inséré dans la société, très important. Vous avez parlé de l'isolement des personnes âgées. Il est évident que c'est assez impressionnant au Danemark, où on voit que sur 7 millions de personnes, vous avez une association de personnes âgées qui regroupe 1 million de personnes. C'est pour vous dire et qui constitue un sacré lobby vis-à-vis du pouvoir central. On parle du lobby, mais on parle surtout de la structuration de cette classe d'âge-là. Et ça, évidemment, ça montre que vous êtes davantage capable, quand vous êtes structuré comme ça, d'avoir une vie sociale active. Et y compris le lien avec la santé, c'est que vous êtes en meilleure santé quand vous avez une vie sociale active. Donc, en France, on n'a pas structuré ça encore. Donc ça, c'est un travail à faire. On pourrait aussi parler de la déstigmatisation de ces personnes âgées, parce que notre modèle de protection sociale a toujours eu une approche très productiviste, même si on a été très solidaire. Encore une fois, ce qui ne rapporte pas en matière de production à la société, et on le cache un peu ou est moins important. Et même pour la petite enfance, où on a eu une politique de pro-natalité, mais jamais dans le développement de l'enfant. On dépense le moins possible. Et c'est vraiment une erreur aujourd'hui en matière de faible investissement dans le capital humain. La deuxième chose, c'est concernant, alors je ne vais pas parler des solutions parce que je crois qu'on va en parler. Allons-y, parce que le temps passe. Alors si vous avez d'autres solutions, non, mais ce que je veux dire, c'est que le maintien à domicile, qui semble une piste avancée en tout cas dans ce documentaire, est testée chez d'autres voisins européens. La piste, c'est d'abord de donner, quand je parle d'autonomie, c'est une liberté de choix aux individus. C'est-à-dire qu'il faut raisonner proche de l'individu. On a tous eu autour de nous des cas où on voit bien que tout d'un coup, on est dans un vide mais qu'allons-nous faire pour nos parents? Et comme on ne sait pas par où commencer. Donc il est évident qu'il faut donner le pouvoir, comme on le dit. On commence souvent par essayer de les maintenir à domicile tout de même. Oui, mais avec les moyens du bord. Et en fait, si vous voulez, on s'adresse à la collectivité quand l'assistance familiale craque. Et ça, c'est pas possible, parce que d'abord, ça coûte très cher, les aidants, pour la société. Pas simplement à l'échelle individuelle. Il faut savoir qu'on sous-estime. C'est comme la retraite, quand on regarde ce que coûte la retraite et qu'on ne regarde pas l'impact d'une retraite entre 62 ans et 64 ans sur le reste de l'économie, il faut regarder l'impact macroéconomique qui est beaucoup plus important que l'impact sur le plan de la comptabilité. Donc, en effet, 90% de la population, voire plus, souhaite rester à domicile. Donc, ce virage domiciliaire, il est à structurer en France. Alors, comment est-ce qu'on le structure? On le sait, il y a un modèle économique qui est qu'il faut utiliser davantage l'épargne des retraités. Je viendrai sur... Moi, je suis favorable à ce qu'ont fait les Allemands, c'est-à-dire à socialiser avec une assurance sociale obligatoire dépendante. Je rappelle qu'en Allemagne, 1995, ils ont une sécurité sociale comme nous, système bismarckien qui est proche. Ils ont mis en place une assurance dépendance obligatoire pour les 90% de la population qui a une assurance santé. Vous devez 3% de votre salaire partagé entre les employés et les employeurs le faire. Et puis, si vous n'êtes pas dans ces 90%, obligatoirement, vous devez avoir une assurance privée. Donc, ils ont socialisé le maintien à domicile. Et le dernier point, l'enquête est intéressante, mais c'est vrai dans à peu près tous les secteurs. C'est-à-dire qu'on utilise des employés venant de l'Est parce que ça coûte cher. C'est vrai dans la plupart des secteurs. C'est pas proche au secteur de la dépendance. On y fait utiliser l'immigration de ça, mais on n'a qu'à mieux valoriser, si vous voulez, ces aides. Mais pour ça, il faut dépenser davantage. Donc il y a, si vous voulez, une décision à prendre quant au cas. Dernier point, c'est qu'il faut trouver des marges de manœuvre sur le plan des dépenses publiques pour et notamment sur le secteur de la santé. On sait qu'il y a au moins 1 point de PIB que l'on peut dédier en faisant des économies de rationalité du système de santé. On n'y viendra pas aujourd'hui, mais notamment en séparant les deux financeurs, pour mieux prendre en charge la dépendance, éviter la dette sociale qui coûte 20 milliards d'euros par an, qui serait mieux utilisée au risque de dépendance. Alors, vous avez fait le tour en Europe aujourd'hui. Est-ce que vous considérez, d'abord, on nous a annoncé maintes plans de prise en charge de nos seniors en France, des plans grands âges, mais ils n'auront jamais vu le jour. On a même été, à un moment, pour mettre sur la table l'idée de créer une 5e branche à la sécurité sociale pour cette prise en charge de la prévoyance. Avec le recul, c'est pareil en Angleterre. vers quelle solution
Vous sentez les choses... En tout cas, je suis d'accord avec vous que ce n'est pas qu'une question d'argent, c'est une question de vision politique. Et effectivement, entre le domicile et l'EHPAD, il faut construire tout le reste. Donc il y a des résidences autonomie ou seniors qui existent, il y a de l'habitat partagé, mais tout ça est fait un petit peu au petit bonheur la chance, en tout cas de ce que j'ai pu observer. Et le Danemark, ce qui nous différencie du Danemark, c'est que là-bas, ils ont une vision politique, en fait, et pas seulement de la dépense publique, c'est une vision. Et puis, effectivement, cette mobilisation citoyenne, ça m'a beaucoup impressionné, ce groupe de lobbying Eldresagen, qui font des enquêtes, qui montrent que le ministère se trompe, que ça va coûter aux personnes âgées et qui font changer des décisions politiques. Alors, ça ne se passe pas toujours bien, mais ils ont un vrai pouvoir de lobbying. Et c'est vrai qu'en France ou dans d'autres pays d'Europe, les personnes âgées, on les entend pas. Elles sont silencieuses. C'est ce qu'on a voulu aussi montrer dans ce documentaire, c'est le regard qu'on porte sur notre propre vieillissement et sur la vieillesse en général. Je pense que ça doit aussi entrer en ligne de compte parce que on a peur de la mort, on a peur de la vieillesse et du coup on cache un petit peu ces personnes âgées. Vous voyez, le contrôleur des lieux de privation de liberté, M. Delarue, ce premier contrôleur, il a voulu contrôler les EHPAD en indiquant que c'était un lieu de privation de liberté pour lui. Et le SINERPA, le syndicat des maisons de retraite privées, s'est insurgé contre cela. Mais moi, je trouve que les EHPAD, elles sont un petit peu isolées parfois, comme les prisons peuvent l'être. En Espagne, on voit les EHPAD Domus Vie, c'est des vraies prisons. Enfin, il y a des murs d'enceinte, on ne peut pas rentrer comme ça, comme on veut. Donc, je trouve que voilà, la manière dont on considère le vieillissement et le regard qu'on porte dessus, en termes de société, ça a à voir avec ce débat. Alors, si je vous ai bien compris, il y aurait peut-être cette idée... que les personnes qui sont en situation de dépendance les plus importantes aillent en EHPAD et qu'on arrive à trouver des structures intermédiaires entre le maintien à domicile et l'EHPAD. Est-ce que c'est des demandes, des choses qui vous reviennent également? Est-ce qu'à Kerlik, pour en revenir à cet exemple breton, on trouve ce type de structure intermédiaire, par exemple? Alors, Karsalik, c'est un EHPAD. C'est un établissement d'hébergement de personnes âgées dépendantes. C'est un EHPAD, mais qui a une vision très novatrice, je dirais, de l'accompagnement des personnes et aussi de l'aménagement des espaces du bâti. C'est un ouvrage que j'ai co-rédigé avec Nassim Moussi, qui est architecte et spécialiste du vieillissement. Et donc, on a montré dans cet établissement qu'il y a... une manière de penser l'accompagnement, d'abord qui se fait en village. Au sein même de l'établissement, il n'y a pas de création de petites unités de vie extérieures, c'est vraiment au sein même du bâti. La directrice a créé des villages et donc on a des aides-soignantes qui sont spécialisées pour accompagner les personnes, mais au sein de leur village. Et dans ces villages, la directrice demande aux aides-soignantes de s'occuper de tout. Il n'y a pas, par exemple, de personnel d'entretien. Ce sont les aides-soignantes qui organisent véritablement toute la vie au sein de leur village, ce qui crée une ambiance particulièrement proche finalement du domicile, familial, en tout cas tout est familial, tout est recréé finalement pour que les personnes puissent véritablement se sentir chez elles. Par exemple, il n'y a pas d'animatrice ou d'animateur dans cet établissement, ce sont les aides-soignantes qui doivent proposer aussi des animations. Donc ce sont des aides-soignantes qui connaissent extrêmement bien les besoins, les attentes des personnes dont elles s'occupent. Et je dirais que peut-être pour faire rapide, c'est l'EHPAD en fait qui vraiment s'organise autour des besoins des personnes et ce n'est pas les personnes âgées qui s'adaptent à l'organisation de l'établissement. Et ça, c'est vraiment une vision, ce qui rend le métier, pour finir, plus intéressant, très attractif pour les aides-soignantes. Moi, on a fait des entretiens avec Nassim où on montre que les aides-soignantes sont extrêmement heureuses de travailler dans cette structure. Et ce modèle pourrait peut-être servir de modèle pour l'avenir. Vous voulez conclure? Les facteurs clés de succès, ils sont connus et le Danemark le fait. C'est une politique de prévention extrêmement développée. On oublie ça, mais il y a une politique de prévention beaucoup plus développée. Donc, ce qui reporte à plus tard, si vous voulez, l'entrée
rentrer dans la dépendance. 2, il faut définir les rôles entre les différents acteurs. Au Danemark, c'est l'État et les collectivités locales. Donc c'est clair. 3, il faut un financement. Soit un modèle complètement plus public, que jamais, hein, si on regarde les chiffres démographiques. Voilà, public basé sur l'impôt, soit un modèle assurantiel. Bon, vous voyez, donc voilà 3 exemples, je ne veux pas être trop long, qui montrent que tant qu'on n'aura pas fait les choix et démocratiquement sur les facteurs clés de succès, eh bien nous subirons le vieillissement plutôt que d'en profiter. Ce sera le mot de la fin, comme promis. Malheureusement, on aurait bien voulu passer davantage de temps avec vous pour parler de la prise en charge de la dépendance dans notre pays et en Europe. Grâce à ce film que nous avons pu visionner dans le cadre de cette émission, encore un grand merci pour cette enquête, hein, ce documentaire. Un grand merci à tous les 3 d'avoir participé à cette émission Débat-Doc. Vos réactions sur #Débat-Doc, à mon avis, il va y en avoir quelques-unes. Je compte sur vous d'ailleurs hein, pour réagir à ce que seront ces réactions. Merci à Félicité Gavalda, Victoria Bellé, qui m'ont aidé, comme à l'accoutumée d'ailleurs, à préparer cette émission. Je vous donne un prochain rendez-vous avec Débat-Doc et ça sera bien sûr avec son documentaire et son débat. À très bientôt.